Alors c'est vrai, Jean-Marc, qu'il y a quand même un parti pris dans cette émission. Oui, le parti pris, c'est de faire quelque chose de différent des missions de biodiversité qui existent déjà. Et notre parti pris, c'est l'action. Comment passer aujourd'hui d'une passivité, d'une crainte du monde agricole vis-à-vis de la biodiversité vers l'action concrète? Comment est-ce que demain on va arriver à massifier la biodiversité et faire que le monde agricole va s'en emparer de façon positive, tout en étant vigilant sur la compétitivité de la ferme France? Alors on va avoir différents plateaux, différentes thématiques, et on va globalement se poser la question de sommes-nous réellement efficaces pour préserver la biodiversité? Et c'est la question que je posais ce matin à Arnaud Rousseau, puisqu'il était ici sur ce plateau. Image. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire mieux. Mesurer l'efficacité, c'est plus compliqué parce que ça nécessite de le faire dans le temps. Mais l'effondrement de la biodiversité, c'est pas quelque chose sur lequel les agriculteurs que je représente sont dans le déni. Moi, il me semble qu'on a beaucoup opposé l'écologie à l'agriculture, bien souvent vécue comme une écologie punitive, et que si on veut réussir à restaurer ou à améliorer ou à progresser sur les sujets de biodiversité, il faut plutôt qu'on prenne le sujet à l'envers et qu'on soit plutôt dans l'incitation pour montrer en quoi ça a du sens de progresser et non pas de dire on vous impose de faire comme ci, comme ça, parce qu'on le voit, on voit que ça ne marche pas. Il faut qu'on se donne une ambition qui soit atteignable, parce que les espèces de grandes messes dans lesquelles on dit on va être là et où on n'est jamais me paraissent pas sérieux. Moi je préfère la politique des pas raisonnés mais qui permettent d'avancer et de mesurer les avances plutôt que les grandes déclarations qui ne donnent jamais rien. Et donc tout ce qui concourra à pouvoir progresser, il faut qu'on le regarde. Et je le dis aussi parce qu'on a mis beaucoup d'argent public sur des solutions qui n'ont rien apporté. Moi je pense qu'en mettant moins et en étant plus raisonnable, mais en même temps plus exigeant sur le fait de faire des choses qui ont du sens, permettra d'avancer. C'est d'abord, je le dis, notre intérêt. Alors, est-ce que, et c'est le thème de ce premier débat, est-ce que la réglementation est réellement efficace pour préserver la biodiversité? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Monteau. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes directeur de la NPP. C'est quoi la NPP? L'Association nationale Pomme-Poire qui porte le label verger éco-responsable. Exactement. À ma droite, André Fougereau. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez encore une main pour le micro. Oui, tout à fait. André, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture et puis vous connaissez bien le monde de l'entomologie et les insectes notamment. Et juste à vos côtés, Rémi Dumery, on le présente presque plus, agriculteur céréalier dans la Beauce. Voilà. C'est bien ça. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, Pierre, pourquoi vous êtes venu avec une... Super sympa de nous amener des pommes, mais pourquoi vous êtes venu avec... Parce que s'il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de pommes. Notamment pollinisateurs, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Voilà. Il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de pommes. Donc naturellement, je suis venu avec des pommes. Mais pour montrer aussi, peut-être illustrer le sujet en fait de la biodiversité. Alors le sujet de la biodiversité ou de la réglementation plutôt concernant la biodiversité, c'est que si effectivement il nous faut des pollinisateurs, un pommier ça fleurit 1 mois et demi maximum par an et le reste de l'année il faut quand même donner à manger aux abeilles. Et aujourd'hui l'arrêté abeille de 2021 il nous pose un petit sujet, c'est qu'il nous oblige à détruire les fleurs dans l'interrang, considérant que c'est une zone de butinage qui est quand même pas tout à fait le cas. Et en fait, cet arrêté-là, plutôt que de permettre de nourrir un peu plus longtemps les abeilles qui nous sont nécessaires au moment de la pollinisation, eh bien, on détruit une partie de l'alimentation. Bon, on a une parade. Hein. Laquelle? C'est qu'en fait, on installe, en partenariat avec un certain nombre d'autres acteurs, on installe des prairies fleuries tout autour des vergers pour qu'on puisse garder nos abeilles toute l'année. D'accord, vous dites que globalement, la réglementation peut être incohérente, donc pas forcément efficace. Exactement. Pierre vient nous parler finalement des contraintes de la réglementation franco-française. Et Rémi, je pense que toi, tu voulais plutôt parler de la PAC et ton vécu en tant qu'agriculteur. Et comment est-ce que tu vois cette réglementation PAC biodiversité? Oui, on a l'impression que les agriculteurs font de la biodiversité que à travers la PAC, à travers la réglementation. Et nous, producteurs, on a quand même beaucoup de mal à la mettre en place parce que entre les sigles différents, les réglementations différentes, entre les réglementations européennes, mais aussi françaises, mais aussi qui peuvent être locales, qui peuvent être liées à la production de semences, qui peuvent être liées aussi à la chasse qui intervient sur nos exploitations, c'est très difficile de trouver. En fait, on n'est pas formé pour ça, on est des producteurs. Mais faire de la biodiversité dans l'espace agricole,
Ça demande à la fois des formations, ça demande aussi un engagement de l'agriculteur. Et je ne suis pas sûr que les contraintes qu'on nous impose au niveau réglementaire nous encouragent à trouver des solutions. Bah, il faudrait quoi alors? Ben, je crois qu'on est parti sur un mauvais constat, c'est que l'agriculture, c'est pas dans la nature. Vous avez l'agriculture qui est l'espace agricole où on fait de la production, vous avez la ville à côté qui a besoin de l'agriculture pour être nourrie, et puis à côté vous avez la nature. Alors c'est trois espaces qui sont pour moi relativement différents, mais évidemment qui ne sont pas étanches. Et que la biodiversité dans l'espace agricole doit être raisonnée et doit être à la fois utile et dynamique. C'est-à-dire qu'on doit, nous, agriculteurs, faire des choses qui doivent être utiles pour notre agriculture et pourquoi pas aussi pour la faune, la biodiversité et ainsi de suite. Je prends un exemple. On nous dit de mettre des haies, mais on n'a pas de haies dans la nature. La haie, c'est vraiment un outil agricole qui a été créé par l'homme pour mettre dans l'espace agricole. Et donc, quand je fais des jachères fleuries, par exemple, ou des jachères apicoles, ils ont un but aussi pour mon sol, pour apporter des éléments naturels pour la vie du sol. Ils ont un but aussi pour protéger la faune, le gibier et toute la faune qui peut être là. Et puis aussi, si ça réussit à fleurir et avoir un intérêt aussi en termes de nectar et de pollen, avoir un intérêt apicole. Et si on explique ça aux agriculteurs, je pense qu'il y aurait plus d'engagement auprès des agriculteurs et aussi de nos partenaires qui peuvent être les coopératives autour. Oui, mais Rémi, c'est un peu iconoclaste. Tout le monde pense que l'agriculture est dans la nature. Ben, je pense que non. Même l'agriculture bio n'est pas dans la nature. L'agriculture bio est bien dans l'agriculture, puisqu'ils utilisent par exemple des outils de travail du sol. Moi, mon but quand j'ai une culture, c'est que j'ai que cette culture-là pour la récolter de manière saine et marchande. Et finalement, je lutte contre la biodiversité. Mais la biodiversité sur une exploitation agricole peut être à côté ou entre les cultures. Et c'est là qu'il y a une différence fondamentale par rapport à ce qu'on pourrait appeler la nature, la biodiversité sauvage et la biodiversité agricole. Je pense que si on explique ça, ça peut être mieux compris à la fois pour les agriculteurs et les engager mieux vers une biodiversité utile. Rémi, on est presque déjà dans la table ronde numéro 2, mais c'est pas grave. Je regarde tout là. C'est pas grave du tout. On va revenir sur la réglementation. André, vous vouliez nous citer l'exemple d'une contrainte réglementaire européenne qui paraît favorable aux abeilles et aux pollinisateurs, mais qui a des effets complètement négatifs pour la production agricole en Europe. Alors oui, en fait, la réglementation, elle est là pour protéger tout le monde, en fait, y compris la biodiversité. Donc il faut de la réglementation. Après, les excès de réglementation, ça peut entraîner des impasses, et on a le cas pour les insecticides, où le fait d'avoir mis des contraintes très importantes sur la protection des abeilles fait qu'il est quasiment impossible maintenant d'avoir de nouveaux insecticides. Alors on peut se dire, on peut vivre avec les quelques vieux insecticides, mais qui disparaissent petit à petit, et on se retrouve avec des productions dans lesquelles on est dans des impasses. Ça, c'est au niveau européen, mais au niveau français, on a aussi cette contrainte qui est en plus aggravée, si je peux dire, par le principe de précaution, où là, il faut démontrer que les nouvelles solutions n'ont pas d'impact négatif, ce qui est toujours très difficile à faire, et puis on sait que toute intervention humaine a toujours un impact, donc il faut le minimiser, bien évidemment, surtout s'il est négatif, il faut le minimiser, mais on sait que toutes les interventions humaines ont un impact. Et donc, ce principe de précaution plus cette réglementation extrêmement stricte fait qu'on se retrouve avec des tas de filières qui n'ont plus de solution et pour lesquelles on ne voit pas d'avenir. Bon, on peut parler des noisettes, on peut parler des cerises, on peut parler... Il y a tout un tas de productions pour lesquelles la réglementation a bloqué les choses. Or, moi, ce que je voudrais soutenir, c'est que l'agriculture, elle est créatrice de biodiversité. Et si on bloque cette agriculture, on va avoir des milieux qui se referment, comme on le voit dans certains secteurs, des milieux qui se referment, et ça, c'est négatif pour la biodiversité. Ouais, mais qu'est-ce qui te permet de dire qu'elle est créatrice de biodiversité? C'est ça la question. Alors, ça, c'est très bien documenté. L'ouverture des milieux, par rapport à une forêt, par exemple, l'ouverture des milieux est créateur de biodiversité. Et ce qui fait la richesse de la biodiversité en agriculture, en tout cas en France, c'est l'alternance des zones cultivées
des haies, des bosquets, etc. Tous les différents milieux, plus on a de milieux, plus on a de biodiversité, et on a intérêt à avoir une cohabitation harmonieuse entre ces différents milieux. Très bien. Comment vous l'intégrez justement la biodiversité chez Verger Éco-Responsable? Est-ce que vous l'intégrez? Oui, on intègre. Il y a un certain nombre d'obligations et d'engagements dans le cahier des charges. Je rejoins ce que disait Rémi Dumery. Nous, on a une obligation d'implantation de haies. Sur les 25 000 hectares de vergers éco-responsables pommes en France, il y a 1800 hectares de haies, c'est-à-dire Paris-Gibraltar. Voilà. Et ça s'est fait très naturellement parce qu'on en a aussi besoin pour abriter les auxiliaires. Mais par contre, effectivement, la haie, c'est un élément totalement anthropique. Naturellement, il n'y a pas de haie. Rémi, pour finir, on va parler réglementation. Vous avez une loi, la loi d'orientation agricole, qui a levé un certain nombre de carcans. Donc vous êtes satisfait, tout va bien. En matière de biodiversité, ça donne quoi? J'en sais trop rien. J'attends avec impatience ma prochaine déclaration PAC au mois d'avril pour voir vraiment s'il y a de la simplification. Si là on subodore déjà des cycles où on en avait un, maintenant on en a 3 à la place. Donc je suis impatient de voir parce que tu l'as compris, je suis assez pragmatique dans l'histoire. J'ai bien senti ça. Messieurs, merci beaucoup. Alors on va commencer, on va faire une petite présentation à 2 voix et on va peut-être commencer par se présenter. Philippe Gatt, qui est l'ancien directeur scientifique d'Arvalis, écophysiologiste. Et puis Xavier Pinochet, donc je travaille pour Terrinovia, dans différents domaines, évaluation variétale et un peu de protection des cultures. Et puis on a tous les deux la particularité de faire partie de la section production végétale de l'Académie d'agriculture. Et donc c'est pour ça qu'il s'agit un peu d'un échange, d'une collaboration entre l'ACTA et l'Académie. Et on vous a mis le beau slogan de l'Académie, qui est la passion de connaître et l'ambition de transmettre. Et donc aujourd'hui, on est typiquement dans une occasion de transmission. Alors d'abord, pour introduire, vous savez que dans les instituts techniques, on fait souvent beaucoup de réseaux d'évaluation variétale. Et quand on regarde un petit peu la variabilité qui est exprimée dans ces réseaux, et qu'on fait ce qu'on appelle des interactions génotype environnement, ce qu'on appelle dans le jargon les IGEC, on regarde en fait comment se distribue la variance du réseau d'essais entre les différents effets. Et souvent ce que l'on constate, alors ça dépend bien sûr un peu de la conformation des réseaux, mais que ce qui est l'effet variétal en général c'est quelques pourcents. Les effets d'interaction, c'est-à-dire le fait que les classements variétaux soient modifiés d'un milieu à l'autre, c'est pareil, c'est quelques pourcents. Et puis on a surtout la très large majorité de la variabilité, en général plus de 80%, qui correspond à l'environnement. Vous êtes dans des réseaux qui ont des objectifs d'évaluation variétale, donc en général on fait tout pour bien les protéger. Donc vous n'avez pas trop d'effets maladies, bioagresseurs, vous avez des effets milieux et en particulier sol, mais vous avez principalement des effets climat. Et donc la variabilité des rendements, c'est bien clairement surtout une affaire de climat. Petite diapo pour rappeler quelques vieux souvenirs d'école. On nous apprenait que d'un côté il y avait les climats à influence maritime, il y avait des climats intermédiaires, il y avait des climats plus continentaux, il y avait des climats méditerranéens, et puis dès qu'on montait un peu en altitude, on avait des températures plus basses et des régimes de pluviométrie qui étaient modifiés. Et donc sur notre territoire, on a des gradients, et principalement un gradient nord-ouest-sud-est,
qui joue avec des variations comme ça, à la fois de pluviométrie et de température. Pour ces différentes zones, si on regarde par exemple au fil des années les rendements moyens d'une culture principale comme le blé, tels qu'on peut les observer, ben on voit que ces rendements ils sont extrêmement variables et de niveaux très différents selon les niveaux de stress thermique ou de stress hydrique auxquels on est confronté. Et ça dans des proportions énormes, hein, puisque là vous allez de 30-35 quintaux, puis vous allez jusqu'à 90. Donc c'est pas du tout la même chose. Alors sur notre géographie également, vous avez quand même aussi des variations liées au sol, et en particulier ces sols qui peuvent avoir des capacités à stocker l'eau, ce qu'on appelle les réserves utiles, qui peuvent être très différentes également selon les zones géographiques. Et vous avez en particulier, là, alors là, normalement il est un petit peu arqué, mais là ça a été mis sous forme un peu linéaire, mais les régions qui vont en gros des Charentes jusqu'à la Lorraine en passant par le Berry et la Bourgogne, où vous avez des sols plus superficiels, avec des réserves utiles, donc des quantités d'eau qui sont en général plus faibles, en général aussi peu ou pas de possibilités d'irrigation, avec des rendements qui sont souvent beaucoup plus variables dans ces régions-là, avec des systèmes de culture qui sont beaucoup plus exposés également au stress, et dans lesquels en fait on fait surtout des rotations, et la classique rotation colza-blé-orge qui est faite à partir de cultures d'hiver. Et ça, c'est pas un hasard, parce que les cultures de printemps dans ces régions-là subissent de façon beaucoup plus drastique les stress hydriques. Alors les conséquences, Philippe, vas-y. Donc on va parler maintenant des conséquences assez rapidement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait ça on aurait pu le dire en introduction, c'est-à-dire qu'effectivement on fait un focus sur l'adaptation au changement climatique. Donc on met de côté aujourd'hui tout ce qui est lié à l'atténuation, c'est-à-dire à réduire à la fois les émissions et puis à stocker du carbone dans les sols via notamment la photosynthèse. Donc on va faire un focus plutôt sur la partie adaptation des grandes cultures au changement climatique. Bon, avant de faire ça, une première introduction qui prend en compte la physiologie finalement des différentes espèces que l'on cultive dans le cas des grandes cultures. Il y a un premier point qui me semble important, c'est le lien entre la température et la durée du cycle. Il y a des espèces pour lesquelles en fait la durée du cycle va être fortement raccourcie par un effet thermique. Donc typiquement c'est le tournesol, c'est la vigne, mais c'est aussi le maïs. Et à contrario, il y a des cultures pour lesquelles en fait le calendrier va être davantage respecté, parce que la plante elle fonctionne aussi avec des contraintes qui sont liées à la durée du jour, notamment des jours courts. Quand il fait très chaud en jours courts, la plante elle se développe relativement peu rapidement. Et de la même manière, il y a des besoins en température froide, ça s'appelle la vernalisation, auquel cas, en conséquence, le calendrier végétal il est beaucoup moins perturbé par des accroissements de température. Il y a un deuxième point qu'on souligne, c'est le lien entre la température et la photosynthèse, où là, très schématiquement, on fait deux catégories. Il y a une catégorie de plantes qu'on appelle les C3, parce qu'en fait, c'est le premier élément carboné qui est en C3, qui est issu de la photosynthèse. Donc c'est le blé, c'est le colza, c'est le pois, etc. Et il y a des plantes qui sont en C4, donc c'est le maïs, c'est le sorgho, pour lesquelles on a un optimum thermique qui en général est très différent. Le blé par exemple est très sensible à l'échauffage thermique, parce que la photosynthèse est sensible à la température, et en revanche le sorgho peut comment dirais-je, être exposé à des températures beaucoup plus élevées. Donc ça on le verra parce que ça a un effet en termes d'impact. Bon, néanmoins, à l'intérieur des C3, il y a également des espèces qui comment dirais-je, qui répondent très bien aux fortes températures. C'est notamment le cas du tournesol. Enfin, lien entre CO2 et photosynthèse. Donc là, de la même manière, il y a une dépendance qui est liée au mécanisme photosynthétique de la plante, les plantes en C3 et en C4. Et là, l'origine, en fait, résulte du fait que dans le cas des plantes en C3, le CO2 interne dans les plantes, il n'est pas du tout saturant, il est limitant.
Donc aujourd'hui, on est à peu près à 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on est à peu près à 330 dans les années 80. Donc ça va augmenter. Le CO2 est saturant dans les C3 à peu près autour de 600 ppm. Donc on n'y est pas encore, on y sera peut-être à la fin du siècle. Et ça, on sait que ça a un effet fertilisant, hein, sachant que le CO2 qui rentre davantage dans la plante, dans une C3, va activer la photosynthèse, parce que c'est une enzyme qui va capter soit le CO2 ou soit l'oxygène, et auquel cas, quand la température est élevée au côté de la sécheresse, l'activité de carboxylation est un petit peu mise en retrait par rapport à l'activité oxygénasique. Et dans le cas des C4, en fait, le CO2, il est quasiment saturant dans les cellules, si bien que toute augmentation supplémentaire du CO2 aura un effet beaucoup plus marginal sur la croissance des plantes en C4. Donc ça, on le verra également un petit peu après en termes d'impact. Et puis enfin, il y a aussi un point qui me semble important, c'est le mot exposition. C'est-à-dire que, en fonction, et ça a été souligné par Xavier, si on sème en automne ou si on sème au printemps, finalement, la plante, elle n'est pas exposée de la même manière à stade égal à la sécheresse et aux fortes températures. Donc typiquement, si on compare un maïs, par exemple, et puis avec un blé, les besoins en eau sont à peu près identiques, mais comme le blé se met à l'automne et le maïs se met au printemps, les besoins en eau d'irrigation du maïs sont beaucoup plus élevés finalement que dans le cas du blé, parce qu'il est effectivement semé au printemps. Donc derrière tout ça, il y a comment on pourra réduire finalement cet effet d'exposition, en particulier par ce qu'on appelle des stratégies d'esquive ou d'évitement. Il y a un autre point qu'on voulait mentionner, c'est le fait que soit on récolte des grains, ou soit on récolte uniquement des parties végétatives, par exemple la betterave versus un blé. On avait démontré il y a quelque temps que la betterave bénéficiait plutôt davantage du changement climatique, parce qu'on avait plutôt un manque de rayonnement, un manque de température dans les phases précoces du cycle, et auquel cas, pendant 10 ou 15 ans, on a vu une augmentation des rendements sous l'effet de changement climatique dans le cas de la betterave. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas, parce qu'il a fallu d'avoir quelques années très sévères en termes de sécheresse pour s'apercevoir que même la betterave a des limites par rapport à ça. Et puis enfin, il y a un point essentiel qu'on voulait mettre en avant, c'est la localisation géographique des espèces qui sont cultivées. Si on prend le cas du lin fibre, le lin fibre est peut-être l'espèce la plus sensible au changement climatique. Mais pourtant, quand on regarde l'évolution du rendement, les rendements ne cessent de progresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lin fibre, il est cultivé de manière spécifique en bordure maritime normande, qui est un contexte régional dans lequel, en fait, il y a très peu d'évolution d'un point de vue climatique. Donc la première, c'est l'évolution des surfaces en sorgho entre 1995 et 2000 avec une carte de France. Donc on voit qu'il y a une explosion finalement du sorgho dans les régions nord de la France et notamment dans ce qu'on appelle le croissant des petites terres, parce que c'est une espèce qui est très rustique, qui a de faibles besoins en eau et qui est, comment dirais-je, relativement robuste effectivement par rapport à cette contrainte. Pardon. Un exemple un peu contraire, c'est le blé dur, où le blé dur est plutôt une espèce historiquement cultivée en Provence, mais en fait, quand on regarde la sensibilité d'un blé dur comparativement à un blé tendre, par exemple, on conclut que le blé dur, il est plus sensible que le blé tendre. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une érosion des surfaces dans les bassins historiques en faveur de bassins qui sont moins exposés au changement climatique, en particulier l'arc atlantique, également la Beauce, sachant que dans la Beauce, il y a aussi une possibilité d'irrigation qui existe moins ailleurs, et je pense en particulier à la Provence. Le cas du lin et du lin oléagineux est aussi intéressant. Il était, comme son petit camarade textile, essentiellement une culture de la Normandie au départ. Et puis ensuite, on a vu apparaître des types variétaux de lin d'hiver qui ont été suffisamment résistants au froid pour être semés dès l'automne. Et à la fois pour des raisons de climat et de possibilités offertes, et puis également aussi pour des questions de débouchés. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les surfaces de lin ont glissé vers le sud, vers le centre-ouest, et en parallèle, en augmentant les surfaces. Hein. Vous avez aujourd'hui de l'ordre de 30 000 hectares de lin oléagineux, et ce lin oléagineux est à 80% aujourd'hui du lin d'hiver. Donc on va faire un petit retour sur le blé pour vous montrer l'évolution du rendement du blé
actuellement, donc entre 1960 et puis 2025. Donc on voit qu'on a une stagnation des rendements depuis 1995. Cette année correspond, d'après Météo France, au début du changement climatique. Et peut-être souligner qu'auparavant on parlait de changement climatique avec surtout un focus sur la sécheresse et les fortes températures. Et on voit pertinemment qu'en fait il y a d'autres facteurs du climat qui ont une incidence forte sur le rendement, en particulier ce qui est lié aux excès d'eau, ce qui est lié aussi au faible rayonnement, qui sont des contraintes que l'on rencontre de plus en plus. Alors peut-être souligner également que les rendements stagnent, mais quand on regarde ce qu'on appelle le progrès génétique, c'est-à-dire l'amélioration du rendement en quintaux par hectare et par an qui résulte de nouvelles variétés, en fait ce progrès n'a jamais été limité, il est constant. Donc c'est une pente qui est de l'ordre de 0,55 quintal par hectare et par an. Et malgré tout, comme je vous l'ai dit, les rendements stagnent. Mais si on prenait la même variété qui est cultivée depuis 25 ans, donc on a des relations par exemple avec la variété 60 qui a été cultivée pendant plus de 25 ans, là on s'aperçoit que les rendements diminuent en fonction des années, de manière linéaire, et à peu près de moins 0,55 quintal par hectare et par an. Donc on voit très bien que quelque part le progrès génétique a permis de neutraliser finalement les effets négatifs qui sont liés au climat. Voilà. Alors, également, ce qu'on peut rajouter, c'est l'année 2024, qui est aussi une année très catastrophique. Il y a eu 2016, qui était une année à fort excès d'eau, et 2024, qui est une année un petit peu similaire. Et en fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que à cause, j'allais dire, de l'année 2024, les rendements ne stagnent plus, mais les rendements diminuent. Alors, soit on a une vision très pessimiste en disant les rendements vont continuer à diminuer, ou alors on peut être optimiste en disant on va peut-être avoir une année favorable, et auquel cas les rendements peut-être vont réaugmenter. En fait, ce qu'on dénote aussi, c'est que depuis 1995, il y a une plus forte variabilité interannuelle des rendements, justement, qui est due à ces éléas qui sont de plus en plus extrêmes. Après, on peut regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs, donc en dehors de nos frontières. Dès lors qu'on est en milieu plutôt sud, je pense à l'Espagne, à l'Italie, on voit qu'effectivement, il y a une régression. Par contre, plus au nord, si on prend l'exemple de l'Angleterre, on s'aperçoit qu'il y a un infléchissement, j'allais dire, du rendement et non pas une stagnation. On peut mettre ça en relation avec le fait que le climat anglo-saxon est moins sévèrement touché. En particulier, tout à l'heure, je vous ai dit, le lin fibre, il a un rendement quasi constant qui ne stagne pas parce qu'il est cultivé en bordure maritime nord-ouest. On pourrait considérer que finalement, l'Angleterre n'est qu'un prolongement de ces bordures maritimes. Par contre, si on regarde à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que les rendements ne cessent d'augmenter. Donc là, ça interroge. Donc soit en Europe, peut-être qu'on a un changement climatique qui est plus sévère, qui opère à une plus grande vitesse, en particulier en France, avec cette mosaïque de climat. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que dans les différents pays, on n'a pas la même technicité. C'est-à-dire que si on prend par exemple une dose d'engrais, qui est moyenne en France, on est à peu près autour de 160. Si on prend d'autres pays, on est plutôt à 40. Donc il y a des facteurs de production qui peuvent être favorisés dans certains pays. Et peut-être, pour être complètement clair sur ce sujet, le rendement moyen mondial du blé, c'est 35 quintaux par hectare, et le rendement français, c'est 75 quintaux par hectare. C'est-à-dire qu'on a un milieu quand même qui est très favorable, mais on a des facteurs de production qui sont mis en conséquence et qui peuvent fragiliser la plante par rapport au changement climatique. Alors si on regarde le même type de données sur d'autres espèces, à gauche vous avez le cas du colza, où on voit également, alors quand on regarde dans les essais, des essais protégés, on mesure bien toujours le progrès génétique qui est assez régulier et qui a même eu tendance à s'accélérer, en particulier à cause de l'arrivée des hybrides à partir du milieu des années 90. Mais en même temps, par contre, les courbes de rendement moyens nationaux, eux, ils s'infléchissent avec une pente plus faible et une répartition des points également autour de la moyenne qui sont beaucoup plus dispersés. Voilà, donc là, on mesure un peu les conséquences. Sur la droite, vous avez l'équivalent pour le poids.
Alors là, avec une histoire un petit peu différente et qui illustre tout à fait ce que je vous disais en introduction sur les milieux de sol moins profonds et moins favorables. Vous savez que le poids, il s'était surtout développé dans le bassin parisien, en Picardie, en Normandie, dans des sols plutôt profonds avec des niveaux de rendement assez importants. Et puis qu'ensuite, il y a eu la maladie Aphanomyces, hein, qui l'a un peu chassé de ces régions de forte production pour ramener davantage de surface de poids sur ces sols plus superficiels. Et là, de la même façon, vous voyez des aléas et des variations selon les années, avec en général les variations hautes, ça correspond à des années où vous aviez des climats assez réguliers, sans stress majeur, et puis les points bas, au contraire, avec souvent des stress hydriques de printemps ou de fin de cycle particulièrement aigus. Alors, parmi les conséquences également de ces changements climatiques, il y en a un autre qui est important pour les oléagineux en particulier, c'est les impacts sur la qualité des graines. Et là, j'ai repris simplement quelques graphiques qui soulignent sur l'effet de somme de température sur des périodes bien précises du cycle qui correspondent aux périodes de synthèse des acides gras. Et avec en haut le cas du colza et si vous souhaitiez avoir des teneurs minimum en C18.3 et où là, si les températures augmentent, vous allez avoir une diminution des teneurs. À l'opposé, pour le tournesol, la température elle agit sur les désaturases, hein, et donc vous allez passer beaucoup plus, en augmentant les températures, vous allez passer beaucoup plus facilement d'huile en C18.2 vers de l'acide oléique en C18.1. Donc ça peut avoir aussi des impacts non négligeables sur la qualité des huiles. Là, ici... Donc si c'est le cas du maïs, donc en fait c'était juste pour vous montrer un message important. Dans les années 2000, il y a eu une expertise sur la sécheresse qui a été menée par l'INRAE et qui concluait qu'on aurait une forte régression des surfaces en maïs et en faveur du sorgho. Donc, quelque part, il y a une disparition quasi totale finalement du maïs. Et on s'aperçoit en fait aujourd'hui qu'il y a un effet région dans l'évolution du rendement du maïs avec une pente qui est supérieure dans le cadre de la région Nord-Loire et qui s'explique par le fait qu'on est passé progressivement de températures en dessous de l'optimum à des températures optimales vis-à-vis de la photosynthèse, si bien qu'on a un accroissement des rendements qui est un petit peu plus fort. Et cette offre thermique supplémentaire et puis un accès à l'eau suffisant finalement permet aussi d'avoir des dates de semis qui sont plus précoces et des durées du cycle qui sont plus importantes. Et donc on peut penser que dans le futur, le maïs se développera encore davantage dans les régions du Nord. Ce qu'on prévoit, c'est que dans des contextes où on aura du CO2 qui va rentrer de manière suffisante dans les plantes, on va avoir une stimulation de la photosynthèse, mais qui va se traduire par un déficit de protéines, dans le sens où en fait, plus de CO2 dans les plantes, ça équivaut à produire davantage d'amidon par unité d'azote. Donc ça veut dire qu'il faudrait être en capacité de savoir si, en fonction des contextes locaux, on a oui ou non une teneur en CO2 qui effectivement est augmentée de manière significative. Donc ça, c'est vraiment de la modélisation. Et puis d'imaginer finalement des stratégies de fertilisation qui seront très différentes, en cherchant le meilleur compromis entre le rendement et la teneur en protéines. Sinon, on va avoir des rendements qui vont être effectivement très élevés, mais des teneurs en protéines qui vont être très très basses. Donc en fait, il faudra être vigilant dans un temps, je pense, relativement court pour imaginer ce type de nouvelles stratégies. Et puis enfin, là, on va maintenant passer assez rapidement sur différents types de solutions à différents niveaux d'échelle pour s'adapter. Donc il y a bien entendu le levier génétique au sens strict. Il y a ce que j'ai mentionné, sensibilité à l'exposition, c'est culture d'hiver versus culture de printemps.
c'est la précocité. Voilà, on verra, est-ce qu'il faut plutôt précocifier ou augmenter de manière intrinsèque la tolérance génétique des espèces. Tout ce qui est lié au décalage de date de semis qui est permis par une offre thermique supplémentaire. On peut maintenant semer plutôt, notamment des espèces de printemps. C'est tout ce qui est diversification, c'est-à-dire que ce changement climatique, il offre aussi des opportunités pour finalement semer des espèces qui sont nouvelles et qui n'étaient pas adaptées auparavant dans les conditions françaises. Il y a tout ce qui est lié à la mise en œuvre de pratiques culturelles qui vont apporter un petit peu plus d'adaptation, voire de résilience. Donc c'est les couverts, c'est le mulch au semis, c'est l'agriculture de conservation, ce tapis végétal. C'est ce qu'on appelle le relais cropping, où l'offre thermique supplémentaire permet de semer une espèce avant d'avoir récolté la précédente et auquel cas de faire plus de production sur un an, sur 2 ans. Ce qui est lié aussi à l'association d'espèces, aller chercher une complémentarité fonctionnelle finalement entre les espèces pour plus de résilience. Et puis comment économiser finalement l'eau qui est disponible dans le sol et avec les différentes précipitations qui tombent. Alors d'abord, avant d'aborder strictement les aspects variétaux, ça nous paraissait important aussi de rappeler les progrès énormes qui ont été faits d'un point de vue méthodologique, technologique, c'est en gros 25 dernières années, en particulier sur tout ce qui est phénotypage, d'abord avec des capacités de développement d'engins qui permettent des mesures beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus précises et sur un beaucoup plus grand nombre de génotypes. Les facteurs de passage de ce qu'on peut faire, disons, traditionnellement par rapport à l'utilisation, alors bien sûr derrière avec les capacités informatiques ou de calcul qui vont avec, mais ça offre vraiment des possibilités tout à fait nouvelles et se coupler avec tous les progrès des biotech, c'est vraiment un accélérateur du travail. Alors ça peut se faire pour différents sujets d'études, ça peut se faire au champ plus ou moins contrôlé, ça peut se faire aussi en conditions plus contrôlées et par exemple d'aborder des sujets qui précédemment l'étaient beaucoup moins, parce que c'est toujours difficile de sortir des systèmes racinaires, c'est consommateur de temps, mais vous avez des dispositifs comme ça complètement automatisés qui photographient les systèmes racinaires dans des plans sur le long de cylindres, pareil, de tas de façons différentes avec des grandes fréquences. Et ça permet ensuite des études sur qu'est-ce que pourrait être l'idéotype de plantes, l'idéotype de système racinaire, pour par exemple mieux résister à la sécheresse. Et donc ça a accéléré toute une série de travaux et sur plusieurs espèces. Là, on a repris un petit schéma figurant dans une publication qui est relative au soja, mais le même type de travaux existe également sur d'autres espèces. Autre type d'outils, alors ça c'est une plateforme d'expérimentation sur l'INRA à Toulouse, conçue au départ essentiellement pour travailler sur la résistance à la sécheresse du tournesol, mais qui est aussi utilisée pour le soja et qui peut être utilisée aussi bien pour des objectifs de recherche que pour de l'évaluation variétale, avec un robot qui circule au milieu des pots, qui les pèse, qui réajuste l'alimentation en eau et qui vous photographie vos plantes sous toutes les coutures. Et donc ça vous donne des ensembles de données que ensuite vous pouvez coupler soit avec des modèles de culture et donc faire un certain nombre de simulations, et puis coupler ça également avec tout ce qu'on est capable aujourd'hui de faire côté utilisation de marqueurs moléculaires, biologie moléculaire. Et donc là encore, un facteur d'accélération. Alors ça donne toute une série d'applications possibles, en particulier sur l'évaluation du blé. En fait, ce qu'on voulait présenter ici, c'est effectivement le fait que c'est une réelle révolution. Vous voyez, on a des cinétiques sur des milliers de parcelles, donc même avec une armée de stagiaires, on n'y arrive pas. Et ce sont des indicateurs qui sont très en lien finalement avec des indicateurs physiologiques
adaptatifs par rapport soit à la sécheresse, etc. Donc si bien qu'on peut les faire travailler sur des très grands nombres, et auquel cas on peut faire des corrélations relativement précises entre ce qu'on observe et les données génétiques. Mais surtout, ce que je voulais souligner, c'est que ces dispositifs, ils ont surtout servi au départ à des projets de recherche. Et aujourd'hui, il y a des clients nouveaux autour de ces dispositifs, en particulier dans le cadre de l'évaluation des variétés. Je pense au GVS, au CTPS. Et en fait, vous savez qu'on codifie les variétés avec des caractéristiques de précocité, etc. Dans le cas du blé, aujourd'hui, le seul critère lié au changement climatique, en tout cas au climat, qui est codifié, c'est la tolérance au gel, dont on sait qu'il va diminuer de manière marginale, auquel cas ce type d'outil pourrait être complètement valorisé pour le catalogue des variétés, avec la mise en place de critères qui intéressent vraiment les agriculteurs et qui sont directement en lien avec les changements climatiques. Voilà, et très rapidement, peut-être dans le cas du blé, on va passer à de grandes contraintes. La sécheresse, donc il y a des projets de recherche emblématiques, je pense à Bril 8 sur le blé, donc ils démontrent qu'effectivement on a une tolérance à la sécheresse qui est significative, alors qui est de l'ordre de 5 quintaux par hectare. 5 quintaux par hectare, c'est important parce que ça met en jeu environ 30 mm ou 40 mm, et quand on regarde les projections finalement du GIEC à l'échelle de la France, eh ben, en 2050 on aura plus 30 mm de déficit. Ça veut dire que quelque part c'est neutralisé, c'est gommé par l'amélioration génétique. Donc c'est un point qui me semble important d'être souligné. Et puis vis-à-vis de l'action des fortes températures, il y avait une question qu'on s'est posée, notamment avec David Gouache ici présent. Hein, c'est est-ce qu'il faut rechercher une variété plus tolérante à l'échauffage thermique, ou est-ce qu'il suffit finalement de semer plus tôt ou d'avoir affaire à du matériel plus précoce? Et en fait, la conclusion est de dire que la stratégie la plus gagnante, c'est effectivement d'augmenter la tolérance intrinsèque du blé aux fortes températures. Il y a une très bonne nouvelle finalement, c'est que cette variabilité, cette tolérance, elle existe au sein des variétés. Elle a été mise en évidence au niveau des différents types de projets de recherche, sachant que c'est relativement difficile, comment dirais-je, à identifier. On peut faire des courbes cinétiques de remplissage du grain en matière sèche, en des conditions contrôlées, parce que dès lors qu'on a une température qui augmente, il y a d'autres facteurs du climat qui peuvent aussi être chahutés. Mais ceci dit, donc on trouve qu'effectivement, il y a un enjeu qui est autour de 7 quintaux, avec des allèles qui sont soit présents ou soit absents, sachant que les gènes favorables sont relativement, j'allais dire, peu marginaux, peu présents dans les variétés actuelles. Mais en tout état de cause, ça produit un gain de plus 7 quintaux par hectare. Et ça correspond à peu près à 10% finalement du rendement national. Donc c'est très loin d'être négligeable. Voilà, alors parmi les adaptations possibles, on peut aussi donc jouer sur les précocités de variétés, avec derrière potentiellement des possibilités soit de dégalage du positionnement des cycles et par exemple d'ouvrir la porte à du dérobé, soit au contraire pour aller sur des zones plus septentrionales. Donc là vous avez le cas du soja, où si vous regardez sur les 25-30 dernières années, vous avez des progrès génétiques très réguliers pour les différents groupes de précocité, mais un progrès, parmi les progrès réalisés en soja, sur 30 ans, vous en avez deux principaux. Vous avez d'une part les groupes très précoces, type triple 0, qui ont eu tendance plutôt en comportement agronomique à rattraper un peu en quelque sorte le retard qu'ils avaient sur des séries plus tardives. Et puis l'autre gros progrès qui est un peu hors sujet, c'est l'amélioration des teneurs en protéines. Mais ce qui est très intéressant, c'est aujourd'hui ce qu'on voit se développer ces variétés très précoces en soja, qui permettent de développer des surfaces sur l'est de la France, sur les climats continentaux de l'est de la France. Alors il y en avait déjà pas mal sur Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'Alsace, et aujourd'hui ça continue à pousser, cette fois-ci plus en direction du Grand Est. Je vous rappelle également les chiffres d'irrigation du soja.
Dans le sud-ouest, c'est en gros les 2/3 des surfaces qui sont irriguées. Et dans l'est de la France, c'est environ 1/3 seulement. Donc retour vers le maïs. Là, on a eu recours à la modélisation. Comme je vous l'ai dit, le maïs est une espèce qui répond énormément à la température. Donc le cycle se raccourcit énormément dès lors qu'il fait trop chaud. Et en conséquence, ça devient incompatible finalement avec le maintien d'une production satisfaisante. Donc là, l'objectif, c'était de garantir une durée du cycle effectivement suffisante, mais tout en évitant les stress de fin de cycle. Donc comment on fait effectivement de la modélisation, donc avec des données du futur. Et puis en fait, en conséquence, ce que l'on conclut, c'est que si on veut effectivement atteindre cet objectif de durée du cycle suffisante tout en évitant les stress de fin de cycle, il va falloir semer beaucoup plus tôt le maïs qu'on le sème aujourd'hui. Donc ça veut dire début mars, pourquoi pas le 15 février. Et auquel cas, il faut améliorer la tolérance au froid du maïs. Il faut qu'il puisse pousser en température froide et pousser de manière rapide aussi pour être concurrentiel vis-à-vis des adventices. Donc vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. On veut lutter contre le trop chaud et contre le trop sec. Et ben, il faut améliorer la tolérance au froid pour y parvenir. Voilà, c'est un petit peu un exemple emblématique que je voulais vous présenter qui montre vraiment qu'il faut qu'on fasse appel à la modélisation pour finalement identifier les stratégies les plus gagnantes parce que c'est pas, c'est pas spontané au départ. Et ce qui est complètement vrai aussi sur tournesol et sur soja. Oui, c'est vrai également sur d'autres espèces. Alors, ensuite, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis au point un petit peu ces différents traits qui sont intéressants pour la production, on essaie de caler finalement les pratiques culturales les plus vertueuses, les plus résilientes. Donc là aussi, on fait appel à de la modélisation. Dans le cas du maïs, il va falloir mettre en place une surface foliaire nécessaire et suffisante pour le rendement. Mais attention, si cette surface foliaire elle est trop importante, donc on met en place un nombre de feuilles qui est plus important et auquel cas on devient trop tardif et on a des pénalités qui sont accrues au cours du remplissage. Donc il faut trouver la fenêtre localement du meilleur compromis entre la mise en place d'un indice foliaire suffisant et le fait que les contraintes post-floraison soient marginales. Donc voilà un petit peu comment on procède. Et là, l'objectif, c'est de vous dire, aujourd'hui, on travaille de manière plutôt transdisciplinaire. Il y a les généticiens, il y a les écophysiologistes, il y a ceux qui modélisent, il y a les agronomes, et tout le monde travaille ensemble sur ce continuum pour mettre au point de la génétique jusqu'à des pratiques culturelles qui sont vraiment adaptées. Bon, il y a également aussi, c'était juste une petite boutade, un peu pour le fun, mais pour dire qu'il faut aussi faire un pas de côté et sortir un petit peu des filières finalement que l'on connaît, parce qu'il y a probablement des espèces qui sont cultivées ailleurs et qui subissent déjà les contraintes climatiques que l'on aura demain, donc on peut s'en inspirer. Alors je donne juste un seul exemple, c'est le quinoa. Le quinoa aujourd'hui il est cultivé en Anjou, il y a une appellation géographique qui s'appelle le quinoa d'Anjou, et le quinoa est une espèce qui dispose de mécanismes physiologiques qui sont insolites, notamment vis-à-vis de la sécheresse et vis-à-vis des fortes températures. Voilà, c'est un exemple, c'est une niche, et voilà, il faut veiller, il faut avoir tendance à faire ce pas de côté pour explorer des espèces qui pourraient demain complètement adapter aux conditions françaises. Voilà, et puis la diversité, c'est effectivement un des grands leviers d'adaptation avec toute une série d'espèces que l'on peut utiliser. On parle beaucoup des légumineuses. Il ne faut pas oublier que les légumineuses, pour bénéficier de la fixation biologique de l'azote, il est absolument indispensable de ne pas avoir trop de stress hydrique. Mais en même temps, on a beaucoup de légumineuses qu'on peut cultiver l'hiver ou pour lesquelles il existe des types variétaux divers. Alors sur lesquels on peut, dans un certain nombre de cas, encore progresser. Mais c'est le cas pour le pois, c'est le cas pour la févrole, c'est le cas pour le lupin. Voilà, pour prendre les quelques légumineuses qui figurent ici. C'est le cas également pour le lin, pour la cameline. Alors vous avez aussi quelques espèces qui peuvent être utilisées en interculture, aussi bien interculture d'hiver qu'interculture d'été. Une plante comme la moutarde d'Abyssinie, aujourd'hui, c'est très peu de choses. Pourtant, c'est une moutarde qui vient des hauts plateaux éthiopiens
et qui en fait est très résistante au sec et très résistante au froid aussi, parce qu'à 4000 il fait plus froid même en Afrique. Et puis vous avez des possibilités d'adaptation avec d'autres types de filières comme le pois chiche ou la lentille, alors qui d'un point de vue agronomique ont besoin d'être améliorés, qui n'ont pas bénéficié de tout le travail d'autres espèces plus importantes, mais qui par contre souvent ont des marchés et voire des appellations qui permettent des valorisations économiques pour l'agriculteur et qui peuvent se satisfaire à ce moment-là de rendements inférieurs et peuvent donc dans un certain nombre de cas être intéressantes à introduire. On va essayer d'accélérer un petit peu si on veut disposer de temps d'échange suffisant. Donc ça je vais passer parce que c'est une synthèse finalement de ce qui a été dit et avec un formalisme un petit peu différent, mais c'est pas très important. Je voulais passer peut-être aussi passer un petit peu de temps sur la gestion quantitative de l'eau. Si on regarde effectivement, bon, ça a été dit par Xavier, donc on a cette notion de zone dite de petites terres, hein, c'est le croissant des petites terres qui va des Poitou-Charentes et qui va jusqu'en Lorraine, où les sols sont très superficiels avec peu d'irrigation. Et puis il y a aussi ce qui nous attend, donc c'est ce qu'on voit sur la cartographie à droite, avec une évolution des sécheresses, alors à la fois sur l'axe du Rhône, hein, ça va augmenter de manière très très forte, également à partir de l'axe des Charentes, et ça monte jusqu'en Île-de-France, donc avec un accroissement très fort des déficits hydriques, et puis également dans la partie un petit peu nord-est de la France. Donc il y a eu un travail qui a été mené pour essayer de quantifier un petit peu les différents leviers en termes de gains en millimètres qu'on peut attendre finalement de la mise en œuvre de certaines pratiques. Alors c'est chiffré en millimètres. Alors il y a un premier cas qui est important, c'est ce qui est en bas en bleu. J'ai appelé ça la réserve utile du sol au départ. Quand on compare dans un même climat finalement deux agriculteurs qui ont des profondeurs de sol très différentes, ben pour finalement obtenir un même niveau de rendement, si je suis en sol superficiel comparativement à un sol plus profond, ça met en jeu 150 mm. Donc c'est quand même assez phénoménal, puisqu'aujourd'hui on part du principe qu'une réserve utile, ça varie entre 60 mm quand on est superficiel, et ça va jusqu'à 200 mm ou un petit peu plus dans le cas d'un blé. Donc 150, c'est quand même très très significatif. Après, on parle beaucoup de la fertilité biologique des sols, et en fait ça met en jeu seulement, je vais dire, 10 mm. Donc voilà, ça reste significatif, mais voilà, c'est moins important en fait que c'est communiqué de manière plus médiatique. Il y a ce qu'on appelle le mulch osmi, donc c'est des résidus végétaux qu'on va épandre pour limiter l'évaporation. Donc c'est très significatif, c'est 30 mm. Mais en contrepartie, quand on met en place un couvert qui pousse trop et qu'on va récolter trop tard, bah, il a évapotranspiré et ça met en jeu autour de 30 mm. Si on tasse trop le sol, on perd 30 mm. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a amélioré la tolérance génétique à la sécheresse dans le cas du blé et dans le cas du maïs. Et bien effectivement, c'est intéressant, ça met en jeu environ 30 mm. Donc c'est plus significatif que la fertilité biologique des sols. Alors, on peut substituer, ça a été mentionné par Xavier, une espèce de printemps par une espèce qui va être semée à l'automne, auquel cas ben, on gagne autour de 90 mm, donc ça c'est la réduction de l'exposition. Ensuite on peut faire le calcul de la réutilisation des eaux usées, hein, sachant qu'en France, d'après les statistiques, on est entre 0,6 et 2%. Quand on est en Espagne, en Italie, on est plutôt autour de 15-18%, et en Israël, on est plutôt à 85%. Donc on a fait l'hypothèse réaliste en disant bah, qu'est-ce qui se passerait en France si on recyclait autour de 20% des eaux usées. Donc, hypothèse relativement réaliste hein, finalement. Et là en fait, vous voyez les chiffres, donc, on gagnerait donc 200 mm sur 500 000 hectares, où on gagnerait 100 mm sur 1 million d'hectares. Donc c'est très très significatif, on change complètement d'échelle. Et puis enfin, il y a un autre levier qui également est disponible, c'est ce qu'on appelle la création de ressources, on parle en particulier de bassines. Là, l'objet, bah, c'est de prélever de l'eau quand on est en période de haute eau, pour l'utiliser si besoin, quand on est plutôt en condition d'étiage. Donc il y a eu un travail qui a été mené par l'Académie sur le site de Mosée, sur le Mignon, dans les Deux-Sèvres, où on dispose de plus de 10 années de résultats,
avec le recours d'un modèle qui a été mis au point par le BRGM, et également avec un dispositif de suivi dynamique par des capteurs de débit et des capteurs de hauteur d'eau. Et en fait, on s'aperçoit, notamment quand on regarde le recensement agricole, que les agriculteurs qui sont dans cette région et qui ont bénéficié de ce recours finalement à l'eau d'irrigation ont maintenu davantage leur pouvoir d'achat en termes de marge. Surtout, il y a eu une évolution des systèmes de culture avec davantage de diversification, alors notamment plus de légumineuses, pardon, mais aussi plus de légumes et plus de marché local. Et puis en contrepartie, une diminution de la solde de maïs autour de 50%. Donc quelque part, c'est complètement en contradiction, en tout cas dont les faits montrent que c'est en contradiction avec les détracteurs finalement des bassines, en disant attention, c'est seulement dédié pour l'agriculture agro-industrielle, c'est fait pour le maïs, pour les OGM, blablabla. Les résultats démontrent complètement le contraire. Donc vis-à-vis de l'académie, c'est un oui, mais c'est un oui qui est conditionné, conditionné par le fait qu'effectivement, il faut avoir un suivi dynamique à l'échelle locale des débits et des hauteurs, et que cette utilisation doit forcément être accompagnée de modifications des assolements. Voilà, il ne s'agit pas de faire exactement ce que l'on fait aujourd'hui, dès lors qu'on va disposer d'eau d'irrigation, mise en place d'assolements différents, en recherchant une sobriété vis-à-vis de la ressource hydrique. On voulait parler aussi de fait d'associer les espèces par rapport au changement climatique. Donc ça a été très travaillé dans le cas des mélanges céréales protéagineux vis-à-vis de l'azote. Mais il y a aussi des premières références en grande culture qui montrent qu'effectivement il y a des gains en termes de sobriété, en termes de résilience, en termes de stabilité des rendements quand on associe certaines espèces entre elles. En sachant que ça a été démontré en premier sur les prairies. On parle de prairies multispécifiques dont on sait que les rendements sont à la fois plus élevés et les rendements sont à la fois plus stables. Donc c'est une théorie qui vient de l'écologie. Vous avez un petit peu de courbe d'évolution. Et en fait l'idée étant de dire que lorsqu'on sélectionne, finalement, on choisit les espèces que l'on va marier finalement. Et on peut les choisir en fonction de traits qui sont en interaction, ou des espèces qui vont gérer leurs ressources différemment en fonction du temps et en fonction de l'espace, avec une notion de variété dite généraliste ou d'autres de variétés dites spécialistes. Donc tout ça va être mélangé et ça devrait conférer, je vais dire, une augmentation des rendements. Sachant qu'il y a des références qui le démontrent, en particulier dans des mélanges entre des céréales et des protéagineux. Voilà, on en est au tout début. Et pour un sélectionneur, quelque part, c'est un changement de paradigme. Et ça nous semble être très intéressant, finalement, d'être souligné ici. Donc on passe à la conclusion, très rapidement. Donc la conclusion, changement climatique, ce qu'on met en avant malgré tout, c'est qu'il y a des opportunités. Alors grâce, je vais dire, à ce changement effectivement de conditions climatiques qui offrent des possibilités nouvelles, soit en termes de choix d'espèces, des choix de semis, de diversification, à condition d'avoir un accès à l'eau suffisant. Mais ce qu'on démontre également, c'est que ce dérèglement climatique, en dépit de solutions qui sont actuellement mises en œuvre, il y a une variabilité qui s'accroît. Donc les perspectives, comme on l'a démontré aujourd'hui, on est en capacité de la réduire grâce à certaines innovations. On pense notamment à l'innovation génétique, mais aussi à des pratiques un petit peu nouvelles. Donc il faut lever, je vais dire, les verrous avec une approche qui doit être délibérément combinatoire. Donc en fait, entre la génétique et les pratiques, on voit qu'on peut combiner pour avoir des effets additifs, au moins partiellement. Et que de toute façon, cette variabilité, elle va subsister et il faudra quelque part la valoriser. Et là, on interroge, on questionne plutôt les process aval avec une plus grande souplesse en termes de process et également, pourquoi pas, de nouveaux débauchés qu'on pourrait valoriser. Et puis, ne pas oublier que cette notion d'adaptation au changement climatique, elle s'inscrit dans un cadre qui est quand même plus large, qui est un petit peu plus contraint, avec notamment un cadre agroécologique. Donc il faut à la fois atténuer le changement climatique, il faut réduire les intrants, et il faut maintenir la biodiversité. Voilà. Je vous remercie.
et sans oublier l'atténuation, qui sont eux des travaux a priori de plus long terme.